Nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout pour saluer l'entrée de son Excellence. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies s'est après-moi représentée ici. Mesdames et messieurs les représentants de l'organisation internationale, je voudrais, de prime abord, vous remercier d'avoir bien voulu répondre à mon invitation, qui vous a certainement pris quelque peu à pied levé, tant il est vrai qu'elle vous a été adressée il y a à peine quelques jours. Votre compte, c'est aussi l'expression sans doute de l'engagement de chacun de vous d'œuvrer au raffermissement de ces relations. J'en suis sensible et vous rassure qu'aussi bien le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouvernement de la République, dirigé par Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, sont dans le même état d'esprit. À cet égard, au nom du chef de l'État et du gouvernement, je voudrais vous réitérer la vocation africaine de la RDC, consignée à l'article 217 de sa Constitution, et son ouverture au monde, sans exclusive, inscrite dans sa géographie et dans son histoire depuis la nuit des temps. La RDC est et demeurera une terre d'hospitalité, d'opportunité et d'avenir pour tous ceux qui désirent y vivre ou y investir, bien sûr dans le respect de ses lois et des règles qui régissent les relations internationales. C'est pourquoi, du reste, vous avez pu le remarquer, aussitôt qu'il a été investi, le chef de l'État a pris son bâton de pèlerin et sillonné le monde du nord au sud et de l'est à l'ouest pour briser l'isolement diplomatique dans lequel sombrait la RDC et ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération internationale et de partenariat économique gagnant-gagnant avec les investisseurs publics et privés. Cette croisade fait déjà sentir ses retombées, notamment à travers les accords bilatéraux et multilatéraux signés avec certains pays et organismes internationaux. Elle se poursuivra afin de porter haut la voix de la RDC sur l'échiquier mondial et de tirer profit de toutes les opportunités susceptibles d'optimiser la mise en valeur de nos immenses ressources naturelles au profit du peuple congolais. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et consulaires, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, j'ai pris mes fonctions à la tête du ministère des Affaires étrangères le 27 avril dernier. Il est de tradition constante que le nouveau titulaire de ce département rencontre le corps diplomatique, sinon dans les heures qui suivent son entrée en fonction, à tout le moins dans le plus bref délai. Je regrette qu'il ne m'ait pas été possible d'obéir à ce rituel d'accueil qui est l'une des marques inaltérables du monde diplomatique et de sa noblesse séculaire. En effet, ayant trouvé le chef de l'État en plein exercice, en pleine activité de son mandat de président de l'exercice de l'Union africaine, je devais me jeter immédiatement à l'eau pour l'accompagner dans l'accomplissement de sa lourde et délicate tâche que venaient de lui confier ses pairs africains. D'ailleurs, c'est pratiquement
ce mandat au niveau de l'Union africaine a été bien sûr la surcharge de l'agenda diplomatique du président de la République et par ricochet de celui de son collaborateur que je suis. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà reçu et me suis entretenu utilement avec plusieurs d'entre vous, qui trouvent ici l'expression de mes remerciements les plus sincères. Quant à ceux qui ne m'a pas encore été donné de rencontrer, je sollicite leur indulgence. Je brûle d'envie de le rencontrer. J'ai la ferme conviction que ça sera chose faite de la première occasion. En fait d'opportunité, parce qu'ils en parlent, les développements en cours de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme rampant à l'est de notre pays nous en offrent une aujourd'hui et m'oblige à m'adresser à vous en vue d'apporter quelques lumières nécessaires à une meilleure compréhension de ce qui s'y passe. En effet, depuis un temps, pratiquement depuis la proclamation de l'état d'urgence et en sus de l'état d'urgence proclamé par le président de la République conformément aux articles 85 et 144 de la Constitution, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, mènent depuis le 30 novembre dernier des opérations militaires ciblées et concertées avec les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, pour neutraliser les groupes armés et les terroristes qui ravagent le nord-est de notre pays et circulent le long des frontières communes de la RDC et de l'Ouganda, plus précisément à Ituri et au Nord Kivu. Ces bandes armées en divagation créent l'insécurité et massacrent par vagues successives les populations congolaises depuis 2 décennies. Face à ces opérations, chacun y va de son petit commentaire dans un sens comme dans un autre. Les uns de bonne foi et en toute objectivité s'en félicitent et encouragent cette action musclée des armées congolaises et ougandaises. En revanche, les autres, de mauvaise foi, et pour nuire, intoxiquent et désinforment l'opinion, insinuant même une certaine aliénation de la souveraineté de la RDC et brandissant le spectre de la reproduction des tristes événements de rébellion des années 1997-2003. Certes, la RDC est un pays démocratique et nous tenons à le rester. En démocratie, comme vous le savez, messieurs les ambassadeurs, mesdames les ambassadeurs, chaque citoyen a le droit d'émettre ses opinions sur la gestion de la République et le gouvernement que nous sommes, nous avons l'obligation de redevabilité, de rendre compte. Le gouvernement de la République comprend les critiques, même acerbes, et à la limite, il les considère comme des alertes et des interpellations. Cependant, il ne suffit pas de critiquer. Encore faudra-t-il proposer des alternatives crédibles aux initiatives du gouvernement pour faire avancer la cause nationale. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, comme vous le savez, la RDC est en proie, en Ituri ou au Nord Kivu particulièrement, à une guerre asymétrique et d'usure depuis, comme je l'ai dit, plus de 20 ans par des cohortes de forces négatives et de terroristes. Sans vouloir me lancer dans des statistiques macabres, les atrocités graves et des violations massives des droits de l'homme commises par ces criminels à travers
de razzias récurrentes, je rappelle qu'ils tuent les populations civiles, les kidnappent, pillent leurs biens, brûlent leurs maisons, violent des femmes et enrôlent de force des enfants dans leurs rangs. Tous ces crimes, vous vous en doutez, créent l'insécurité à l'Est, déstabilisent l'État et entravent la mise en œuvre à travers le territoire national du programme d'action du gouvernement pour développer le pays et améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est engagé à mettre fin à cette situation. À cet effet, partant de l'idée qu'entouré de 9 pays sur une distance longue de 9000 km, aucun État au monde de la dimension de la RDC ne sortirait pas toujours gagnant d'une conflictualité quasi endémique avec ses voisins. Partant donc de cette idée, la stratégie du président de la République consiste d'une part à minimiser autant que possible les risques de tension grâce au dialogue et aux concertations régulières sur des questions d'intérêt commun et d'autre part à développer la coopération économique autour de projets de développement profitables à nos économies et à nos peuples respectifs. Quoi qu'il en soit, il est peu réaliste et productif, voire suicidaire pour un pays quelconque de la sous-région de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits avec ses voisins. Au demeurant, les accords multilatéraux et bilatéraux que la RDC a signés aussi bien au niveau de la sous-région des Grands Lacs qu'avec le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda reposent en vérité sur cette philosophie et sur les idéaux de paix, la stabilité, la sécurité mutuelle et la solidarité au sein de la sous-région et pourquoi pas de la région africaine. Au niveau de la sous-région, il importe de rappeler quelques accords. 1. Le pacte de non-agression de Nairobi, signé en décembre, entre pays membres de la CIRGL, concernant la non-agression et la défense mutuelle dans la région des Grands Lacs, particulièrement les articles 5 et 7. Et ces articles prévoient la coopération à tous les niveaux en vue du désarmement et du démantèlement des groupes rebelles armés existants et la promotion d'une gestion participative conjointe de la sécurité étatique et humaine aux frontières communes. Ces mêmes articles prévoient aussi la mise en commun des moyens de renseignement de ressources, des capacités et des compétences afin de sécuriser leurs frontières de manière efficace et rationnelle dans toutes les zones désignées de sécurité frontalière dans un esprit de bonne foi, de coopération, de respect mutuel, de confiance et de bon voisinage. Un deuxième accord, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, signé à Addis Abeba le 24 février 2013. Nous ne pouvons pas non plus oublier la recommandation B de la réunion virtuelle des ministres de la Défense de la CIRGL à l'occasion de la rencontre du 14 octobre 2020 à Brazzaville. Cette recommandation exhorte de mutualiser les efforts diplomatiques et militaires pour l'éradication de groupes armés et forces négatives qui déstabilisent la région et recommande aussi de définir une stratégie commune de gestion des éléments des forces négatives capturées aux frontières des États membres
affectés par leur activisme. S'agissant particulièrement de l'Ouganda, nous avons signé, le 8 septembre 2007, l'accord Ouganda-RDC des Gurdoto en Tanzanie qui préconise le renforcement de la coopération régionale et bilatérale. L'accord intergouvernemental entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. L'accord de développement entre la RDC et l'Ouganda et l'entreprise DOT Service Limited. Puis, le mémorandum sur la coopération en matière de défense signé le 23 octobre 2021. Ce mémorandum, d'ailleurs, prévoit, entre autres, des opérations militaires conjointes. Tous les instruments juridiques que je viens de vous énumérer sont tellement clairs qu'ils n'autorisent aucune interprétation particulière, sauf, évidemment, à vouloir leur donner un contenu différent et une application à géométrie variable que rien d'objectif ne peut justifier dans les cas actuels. Par ailleurs, du point de vue factuel, les attentats à la bombe qui ont secoué la ville de Kampala en Ouganda le 16 décembre dernier ont prouvé la réalité de la présence des terroristes, des terroristes, dans l'espace géographique partagé par l'Ouganda et la RDC. La réalité aujourd'hui est à l'évidence, cette réalité que certains continuent à nier pour des raisons bien sûr peu plausibles. À l'évidence aussi, les attentats terroristes. Si vous le combinez avec l'activisme accru de groupes armés à Ituri et dans le Nord Kivu, parmi lesquels les ADF-MTM ont créé les conditions objectives de ces attentats, de mise en œuvre des dispositions des accords et mémorandums que je viens de rappeler, la mise en application de ces accords avec le contexte actuel, c'est l'hypothèse idéale qui était visée par ces accords. Donc, aujourd'hui, la RDC et l'Ouganda font face à une menace grave et à un ennemi commun, et donc ils sont fondés à mettre en exécution ces accords. Quand on voit bien ce qui se passe, et après ce que je viens de vous dire, aussi bien en droit qu'en fait, les opérations actuelles sont amplement justifiées. Il n'y a nulle part matière ni à l'aliénation de la souveraineté de la RDC, ni à la reproduction de l'histoire des rébellions des années 90, comme d'aucuns le prétendent. Que du contraire, nous nous trouvons ici dans l'hypothèse parfaite de légitime défense et de menace à la paix ainsi qu'à la sécurité, non seulement des deux États, mais aussi de celle de l'ensemble de la communauté internationale, comme perçue, comme conçue, comme définie par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, à travers les opérations ciblées et concertées que mènent leurs armées, l'Ouganda et la RDC visent uniquement, sinon à éradiquer les ADF, MTM, les autres forces négatives et le terrorisme qui menacent la paix et la stabilité dans les deux pays dans la sous-région du Nord-Lac, du moins à réduire au maximum leur capacité de nuisance. C'est pourquoi les gouvernements des deux pays veilleront au respect strict des droits de l'homme et à la protection des populations civiles. C'est absolument important, je tiens à le souligner. Il ne sera pas question de tolérer toute action attentatoire aux droits humains et à la sécurité des populations. De la signature le mardi 7 décembre en cours,
relations actuelles, permettant ainsi à la MONUSCO de passer à l'est de notre pays, obéissent en fait à la même logique et pour la sécurité mutuelle, la même logique que celle adoptée appelle la communauté internationale de l'Ouganda. Parlant du terrorisme en Afrique, la lutte contre Daesh a remporté au Moyen-Orient, plus précisément en Irak et en Syrie, des victoires incontestables en Afrique par efficace pour éradiquer ce fléau, pour devenir une réelle menace pour la paix et la sécurité internationale. Fin de citation. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, pour le peuple congolais, la fin de l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État à l'est de la RDC sont capitales. Non seulement puisqu'il y va de la survie de notre nation, mais aussi parce que le président de la République, son excellent président Félix Tshilombo, tient à réunir toutes les conditions nécessaires à la réalisation du programme du gouvernement, à l'instauration de l'état de droit, à l'amélioration du climat des affaires et à l'émergence d'un climat sécurisant pour tous lors des échéances électorales de 2023 qui doivent être tenues. Dans le combat que mène la RDC pour atteindre ses objectifs, elle n'attend point évoluer en solo, pas du tout, que au contraire, la RDC compte sur l'accompagnement de tous ses amis, traditionnels comme nouveaux, de tous ses partenaires au développement, tout compte fait, compte sur vous et vos organisations internationales. Je vous remercie. Bonjour, je suis Al Kopova, l'ambassadeur des Pays-Bas, et une invitation du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, on apprécie toujours. Ce sont des invitations. Si on est là, il faut aller pour avoir le contact, pour écouter, pour comprendre. Et c'est un bon moment d'avoir des explications du ministre sur les affaires qui sont importantes pour la RDC et pour la région. Alors c'était aussi un moment de voir tous les collègues. Il y a beaucoup de représentants diplomatiques ici en RDC. Ce n'est pas souvent qu'on a tellement beaucoup des ambassadeurs ensemble. Alors ça, c'était aussi une joie. Et bien sûr, la raison principale était pour écouter le ministre des Affaires étrangères qui a bien expliqué ce qui se passe dans le pays, surtout avec la situation dans l'est du pays où il y a des opérations conjointes entre la FARDC et l'armée ougandaise pour attaquer les groupes armés, les criminels, les terroristes. Alors c'est très bien d'avoir là une bonne explication pour ne pas entrer dans des rumeurs ou des incertitudes. Alors j'apprécie beaucoup que le ministre a pris le temps de nous informer, de communiquer. La communication, c'est tellement important dans les relations entre les pays. Alors beaucoup apprécié et j'espère franchement que la situation dans l'est du pays, qui est très difficile pour la population, qui vont retrouver la stabilité et la prospérité. Et c'est un défi, mais on travaille et on espère tous pour un succès là dans l'est du pays.